bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci à tous ceux qui assistent à ce colloque Grand Est qui est très particulier, sans contact, puisque c'est la mode du sans contact. Et c'était un défi qui a été mis en place en 8 jours, le week-end compris. Et merci à toute l'équipe renforcée en 2020, avec en particulier donc une présence de des salariés, un nouveau directeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas Dechassin, 3 animateurs territoriaux, Carole, Séverine et Christophe, une assistante de santé publique, une chargée de mission de santé publique, Manon, et une équipe pour le rétinographe en Alsace. Et toujours Céline comme assistante de direction. Donc nous allons essayer au mieux de répondre à vos attentes. La thématique 2020, donc, c'était la coordination. Et nous sommes convaincus depuis maintenant plusieurs années du rôle majeur des coordonnateurs et de la coordination au sein des équipes de soins primaires. Depuis 2017, nous sommes engagés dans la formation des coordonnateurs. La 3e promotion a été mise en route cette semaine pour la formation PACT, donc c'est un vrai succès depuis 3 ans, mais sans oublier les autres formations portées par la FEMAGE. L'ICN, mais qui est plus une formation pour les leaders, une formation en management, les soins non programmés, les séminaires DPC indemnisés les 4 et 5 décembre à Nancy, pluriprofessionnels, et le DU de santé publique qui a été créé et mis en place donc par la FEMAGE en lien bien sûr avec la faculté de médecine et le département de santé publique de Nancy. Pour le DU de santé publique, les inscriptions sont clôturées et il est complet. Pour les autres, n'oubliez pas de vous inscrire à la fin de ce colloque particulier. Voilà. Alors, les ateliers qui étaient prévus dans le programme du colloque seront reprogrammés en non présentiel d'ici la fin de l'année, plutôt courant novembre, le temps de les mettre en place, ça prend quand même un peu de temps. La coordination, bien sûr, va toujours dans plusieurs sens. Pour moi, c'est très important. Vers les professionnels, toujours sur le terrain, le rôle de facilitateur, d'accompagnement des équipes, à la demande, on s'adapte à toutes les demandes dans la mesure du possible, vers les institutions, les élus, l'ARS, Conseil régional, CPAM, MSA et tous nos partenaires habituels, et vers les étudiants, ça me semble aussi important, qui sont, où les MSP sont des lieux de stage pour des futurs installés en exercice coordonné. Mais on ne pouvait pas non plus faire un colloque, même si je ne sais pas si on peut encore parler de colloque, en 2020, sans une réflexion sur la crise Covid qui a ou fragilisé ou renforcé les équipes, ça peut être dans les deux sens. Et un débat vous sera proposé, animé par Jacques-Olivier Dauberton, avec comme expert François-Xavier Schweyer, sociologue qu'on connaît déjà bien dans nos différents colloques, il a déjà participé. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser travailler, écouter, partager et bonne journée à tous. Merci Marie-France. Je souhaitais également remercier l'équipe. En l'espace d'une semaine, on a réussi à vous proposer le webinaire. J'ai envie de dire que c'est aussi une nouvelle expérience pour nous. Donc, on sera peut-être confronté à des petits aléas du direct, mais normalement, tout devrait bien se passer. Pour ce premier format de webinaire, c'était d'évoquer avec vous la question de la formation, des formations qui sont au service des professionnels de l'exercice coordonné. Et vous allez pouvoir assister à 4 présentations. Donc, une présentation sur la formation management des MSP, la formation PACT, les soins non programmés dans le cadre de FormAvec, et puis aussi une présentation du DU. Du coup, je propose à nos intervenants, donc Philippe Albani et puis David Duchan, de pouvoir débuter ce webinaire avec la formation management des MSP. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci à l'équipe FEMAGE pour cette organisation et pour l'accueil et le temps de parole que vous nous octroyez. Merci également pour cette collaboration qui, avec nous, existe depuis 2013, puisqu'on va vous présenter là un programme dont nous allons ouvrir la huitième promotion cette année. Notre objectif aujourd'hui, en quelques minutes, est de vous présenter le programme, mais également de commencer par une brève présentation de l'école, parce que
nous sommes dans un domaine, dans des champs d'expertise qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne sont pas forcément partagés, enfin les vôtres, et qui ne sont pas forcément partagés. Et nous souhaitions vous faire cette première photographie et ensuite, bien sûr, être à l'écoute de vos questions. Donc, je vais commencer par une brève présentation de l'école. Merci Nicolas. Je laisserai la parole tout à l'heure à mon collègue David qui rentrera vraiment dans le détail du programme puisqu'il a la responsabilité du programme co-organisé par la FEMAGE. ICN Business School, en fait, c'est une école de management. C'est une des premières écoles de management créées en France. Donc voilà, vous avez quelques chiffres et quelques notions clés là sous les yeux et je vous laisse en prendre connaissance. Avec le statut particulier de ce qu'on appelait les écoles de commerce, maintenant écoles de management, dans le paysage de l'enseignement supérieur français. On a donc un peu plus d'un siècle d'existence. On a été créé par l'Université de Lorraine et la Chambre de commerce. Et aujourd'hui, on a un statut en fait association loi 1901. On a un établissement d'enseignement supérieur privé qui est déclaré d'intérêt général par le ministère de l'enseignement supérieur, puisque en fait, au titre de nos missions de formation, on délivre des diplômes de niveau Bac plus droit à Bac plus 5 visés par l'État. Et donc, on forme les jeunes aux différentes composantes de la gestion de l'entreprise, aux différents métiers de la gestion de l'entreprise. C'est aujourd'hui environ 3000 étudiants qui sont sur nos différents campus, principalement à Nancy, mais également à Paris et à Berlin, pour suivre ces formations. Donc, le cœur de métier de l'école, c'est effectivement la formation initiale et dans les domaines de la gestion de l'entreprise au sens large. Voilà, je vous laisse prendre connaissance rapidement des autres chiffres clés qui apparaissent à l'écran et on peut passer à la suivante. Merci Nicolas. Au-delà de ces chiffres clés de cette photographie, j'insisterai sur 2-3 valeurs de l'école qui vont être importantes dans la présentation qui vous sera faite du programme tout à l'heure. Vous verrez que rien ne se fait par hasard et en tout cas, on s'est adossé à ces valeurs pour travailler avec les équipes de la FEMALOR à l'époque. Le premier élément marquant de notre modèle pédagogique, c'est la transdisciplinarité, la transversalité, puisque depuis 20 ans maintenant, notre école est engagée dans une alliance qui s'appelle ARTEM, acronyme de Art, Technologie et Management. Et cette alliance, en fait, nous conduit à travailler de façon très étroite avec une école d'ingénieurs, l'école des mines de Nancy, et une école de design, l'école nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Nous partageons le même campus, mais au-delà de la proximité géographique, nous avons des modèles pédagogiques communs, partagés, et ça prédéfinit toute l'approche de l'école dans le sens où l'on considère qu'il est très important pour nous le plus tôt possible de mixer les expertises. Et on croit énormément en ce qu'on appelle la fertilisation croisée ou les apports croisés, comment des expertises dans un champ peuvent être utiles dans un autre champ de compétences et comment l'interaction entre des personnes de différents profils et de différentes origines professionnelles peuvent enrichir la performance d'un groupe qui est justement transdisciplinaire et multiculturel. Et donc ça, c'est un modèle que l'on développe dans tous nos enseignements aujourd'hui. Je m'arrêterai également sur un autre élément qui est le développement personnel, puisque ça sous-tend la façon dont on déploie nos formations, dans une logique d'approche personnalisée et adaptée à chacun des participants. On a des dispositifs collectifs, mais on a aussi une approche qui permet d'adapter et de faire un réglage fin selon les attentes spécifiques des uns et des autres. Et ça, c'est particulièrement important ensuite en formation professionnelle quand on est sur des petits groupes de professionnels en activité. Je poursuivrai sur notre engagement social et sociétal. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une école hors sol, on ne se contente pas juste de former nos jeunes et de les insérer dans le monde du travail. On est engagé sur nos territoires. Ça nous conduit aujourd'hui à collaborer avec des différents acteurs de notre environnement socio-économique dans tout type de domaine, dans le domaine associatif, dans le domaine médical, et j'y reviendrai. Et donc, cet engagement sociétal est aujourd'hui valorisé par le fait que l'on est évalué sur notre engagement RSE par l'AFNOR et on est également le premier établissement titulaire d'une chaire qui est labellisée par l'UNESCO.
sur justement la réflexion et le travail avec nos partenaires sur les 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO. Et je finirai rapidement par le fait que tout ce travail-là, aujourd'hui, est reconnu par un dispositif d'accréditation internationale. Alors, je ne dis pas ça juste par fierté ou par gloriole concernant ces accréditations, mais je vous en parle parce que qui dit accréditation dit processus qualité, dit audit d'évaluation et donc validation du bon respect des processus qualité dans la mise en œuvre de nos formations. C'est important par rapport à ce qui peut être attendu de la part des participants en termes d'acquisition de compétences. On peut passer à la suivante. Alors, en termes de formation continue, je vais zoomer 30 secondes sur le sujet parce que vous l'avez compris, le cœur de métier de l'école, c'est la formation initiale. C'est le premier cheminement de formation. C'était la précédente, merci. La formation initiale de nos jeunes. Mais par contre, ICN a développé une activité de formation continue, de formation professionnelle pour des adultes en activité. Et nous avons une organisation qui est dédiée et qui est adaptée à ces besoins spécifiques, avec des équipes d'enseignants qui ont cette expertise et cette approche spécifique pour des adultes en activité. Et puis, je dirais, des moyens d'accompagnement en termes de locaux, en termes d'équipes administratives dédiées. Vous avez quelques notions clés, quelques chiffres clés sur notre activité en formation continue. Cette activité-là, elle est aussi labellisée par les différents organismes du ministère du Travail en termes de processus qualité et nous la déployons au niveau national et international, notamment avec des programmes diplômants tels que notre exécutive MBA. On peut passer à la suivante. Et donc, en revenant sur l'idée de transdisciplinarité et de déploiement de nos domaines de compétences en formation continue et vers les professionnels, ça fait maintenant plusieurs années, ça fait plus de 10 ans, que l'on a déployé des collaborations dans le domaine de la santé. L'idée étant de pouvoir nous venir riches de nos domaines d'expertise dans la gestion de structures, dans le management, dans l'organisation, et venir nous frotter à l'environnement spécifique que sont, ou les divers environnements des professions de santé, pour y apporter notre domaine d'expertise, mais pour aussi venir puiser des choses en termes de compréhension des environnements spécifiques que sont les vôtres, et également en termes de captation de données pour nos enseignants qui sont non seulement des enseignants, mais qui sont aussi des chercheurs. Nos professeurs, qui sont des docteurs, eux également, dans le domaine de la gestion, ont également des activités de recherche et ont besoin aussi de confronter leurs pratiques à des environnements professionnels qui ne sont pas que ceux de l'entreprise. Et du coup, ça nous a conduit depuis plus de 10 ans à multiplier des expériences de différents types. Donc, vous en avez quelques-unes qui apparaissent là. Le tout premier a été un gros travail avec les chefs de service au CHU de Nancy-Brabois. Comme je le disais, dès 2013, donc à l'époque avec la FEMALOR et avec Marie-France Gérard, on a travaillé, on a co-construit le programme que David va tout de suite vous présenter. Et puis, on a quelques autres belles collaborations avec la faculté de pharmacie, avec différents industriels dans le domaine de la santé également, qui finalement enrichissent notre connaissance de vos spécificités pour être plus pertinents dans la façon dont on va venir vous présenter, nous, nos domaines d'expertise. Le but, c'est que ce soit le plus facilement adaptable à vos contraintes et aux spécificités de votre environnement professionnel. Donc, c'est cette logique de transdisciplinarité que je décrivais tout à l'heure. On peut passer à la suivante. Voilà, et donc on en arrive au programme qui nous intéresse aujourd'hui, gestion et management des MSP, pour lequel je laisse la parole à mon collègue David. Merci Philippe. Alors, afin de respecter le timing, je vais passer et insister avant tout sur les points clés. Et évidemment, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en dehors de ce créneau-là de ce matin. Mais donc cette formation, en fait, il faut quand même rappeler
la genèse en fait particulière, et je tiens vraiment à saluer ce matin, enfin Marie-France Gérard, parce que cette formation elle est née vraiment d'une belle rencontre, effectivement en 2013 avec Marie-France, et qui était voilà à l'époque à la tête de Femalor à l'époque, et l'objectif c'était vraiment une approche pionnière tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il faut bien reconnaître qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de formations qui étaient proposées aux professionnels de santé qui voulaient tenter l'aventure de la maison de santé. Donc, il a fallu construire quelque chose, et cette volonté était vraiment, vraiment intéressante. Et puis, sur la forme, puisque en fait, on a co-construit vraiment le programme ensemble, et on a même co-construit un certain nombre d'outils qu'on utilise dans cette formation, et notamment une fameuse étude de cas que les participants adorent réaliser, et qui leur fait faire un certain nombre de cauchemars aussi, je l'avoue, et ils me le disent après. Donc, c'est vraiment pionnier, vraiment sur le fond et la forme. Alors, on est vraiment aujourd'hui dans la huitième promo qui va bientôt démarrer. Et peut-être sur les objectifs, l'idée, cette formation, elle est avant tout destinée à des professionnels de santé, voilà, qui tentent l'aventure d'une maison de santé avec plutôt une casquette de leader. Ça peut être avant le démarrage d'un projet, ça peut être pendant le projet. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on ait des petites promotions à chaque fois de 10-12 professionnels afin de privilégier un enrichissement vraiment très fort avec des situations qui sont différentes en fonction des participants. Et ça, on tient vraiment à maintenir cette diversité dans les profils. Et c'est tout type de professionnels de santé, bien évidemment. Et je tiens donc tout de suite à dire que cette formation, même si elle s'adresse avant tout aux leaders des maisons de santé, elle est parfaitement en adéquation et en cohérence avec les autres formations qui seront présentées par la suite, puisque l'un des objectifs, en fait, c'était de permettre aux professionnels de santé de maîtriser des fondamentaux du management, des fondamentaux utiles pour gérer, manager leur structure, mais aussi pour pouvoir échanger avec des coordinateurs, puisque maintenant, ça devient une tendance vraiment forte de faire appel aux coordinateurs. Et évidemment, ce qui est enseigné dans cette formation courte est aussi utile pour des structures encore plus imposantes quand on parle de CPTS et tout le mouvement qui est en train de se mettre en place. Alors, quelques notions clés. C'est vrai que le format est assez court. On est sur du 5 jours. L'idée étant de ne pas créer une charge de travail trop importante. Alors, sur 5 jours, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire, et notamment sur l'étude de cas qui arrive en fin de parcours. Mais l'objectif, c'est évidemment, en 5 jours, on ne va pas former les professionnels de santé à devenir le lendemain DRH du CHU de Nancy. Ça, c'est évident. Par contre, en 5 jours, ils sont capables de maîtriser des fondamentaux vraiment essentiels des disciplines les plus importantes du management, et surtout d'avoir une approche cohérente dans leur diagnostic. Et ça, c'est important parce que ça leur permet finalement la métaphore du patient. Tous les professionnels de santé, vous travaillez pendant des décennies sur des patients humains. Là, le patient, c'est l'organisation, c'est la maison de santé. Donc, l'idée, c'est de donner vraiment les fondamentaux pour pouvoir faire un diagnostic sur son organisation et donc des recommandations derrière, l'ordonnance. Et en fait, l'idée sur 5 jours, c'est déjà largement possible. Et un des objectifs supplémentaires, c'est également de permettre la constitution à chaque fois de promotions qui vont pouvoir se comporter quasiment comme des réseaux, puisqu'on le sait maintenant, les participants restent en contact très fortement, même après, après la formation. Alors, peut-être donner, slide suivante s'il vous plaît. Voilà. Quelques éléments sur le programme. Alors effectivement, les fondamentaux du management, alors l'organisation, la stratégie, la finance,
gestion des ressources humaines et changement, parce que le changement, vous êtes vraiment les professionnels de santé en permanence, c'est devenu votre constante finalement, le changement. Le marketing, ce qui peut parfois un petit peu surprendre les participants, mais on voit bien que derrière le marketing, c'est pas l'idée qu'on en a habituellement de la pub. La pub, non, non, c'est bien plus important que la pub. Et accolé à ces fondamentaux du management, il y a aussi un certain nombre de compétences qu'on essaie de développer, notamment en matière de leadership et aussi une introduction sur le coaching qui peut être très, très intéressant quand on a une posture de leader de maison de santé. Alors, l'objectif ici, sur 5 jours, espacé généralement d'un mois, c'est vraiment voilà, d'avoir ces fondamentaux et puis de commencer à tester un peu l'acquisition de ces avoirs via une voilà, fameuse étude de cas qui a été rédigée vraiment avec Paris-France et d'autres professionnels de santé au plus proche de la réalité d'une maison de santé. Et cette étude de cas que les participants doivent préparer pendant un bon mois à distance et qui fait l'objet d'une soutenance le dernier jour, permet vraiment voilà, de tester l'ensemble des modules précédents. C'est une étude de cas dans laquelle il y a une grosse problématique de changement, de marketing, un petit peu de finance et d'organisation. Alors, slide suivante, peut-être pour vous donner quelques éléments aussi sur l'équipe pédagogique. Alors, c'est une équipe en fait composée donc à la fois de professeurs, mais aussi de professionnels. Notamment, je peux citer voilà Jean-Yves Metzinger qui, si vous me permettez, s'y connaît vraiment en maison de santé et qui fait un bien fou quand il explique aux participants comment lire un bilan et un compte de résultats. L'objectif en fait de cette équipe pédagogique que j'ai la joie voilà de coordonner, c'est d'avoir quand même plusieurs casquettes. On n'est pas simplement voilà avec les participants avec notre casquette de professeur ou de sachant, si vous me permettez l'expression. Non, non, on est plutôt avec une posture d'accompagnant. Et l'objectif, c'est pas de donner la bonne pensée du management et qui vient de l'industrie, pas du tout. C'est de co-construire avec les participants par rapport à des outils et des méthodes qui ont fait leurs preuves dans différents contextes, mais de voir dans quelles conditions on peut les appliquer aux spécificités des structures de santé qui sont les vôtres. Donc, non seulement, voilà, on a cette posture d'accompagnant, et on a aussi, comme le disait Philippe tout à l'heure, une posture de chercheur, parce qu'on profite quand même de ces expériences pour alimenter aussi nos recherches. Et donc là, j'en profite pour signaler qu'il y a déjà eu un article publié il y a quelques années où on tournait autour de cette question des différentes casquettes que les professionnels de santé doivent avoir quand ils se lancent dans cette aventure folle de la maison de santé. Parce que non seulement vous êtes professionnel de santé, mais vous êtes aussi quand même accessoirement, j'allais dire, si vous me permettez, responsable donc manager. Vous êtes aussi parfois un peu mentor, un peu coach, en même temps père ou mère de famille. Bon, ça fait beaucoup de casquettes. Et c'est vrai que parfois, dans la gestion quotidienne, il y a des situations un petit peu compliquées, puisque les logiques d'autorité ne sont pas les mêmes dans une maison de santé que dans d'autres structures. Donc, c'était intéressant en termes de recherche, notamment, de voir à quel point on a ici des situations un peu spécifiques. Donc, pour résumer, pas simplement voilà, professeur, mais accompagnant et aussi chercheur à ce niveau-là. Alors, peut-être dernière slide pour maîtriser le timing, pour vous donner quelques infos. Évidemment que cette formation donne lieu à un certificat quand l'ensemble des modules sont suivis et que tout se passe au mieux. Donc, la présence est évidemment obligatoire. Il y a la possibilité aussi d'accompagnement en dehors de la formation, notamment via du coaching, mais ça, c'est en plus, si les participants le souhaitent. Et puis, dans les infos que je peux donner dès aujourd'hui, c'est que la prochaine rentrée a été décalée en raison évidemment du contexte qu'on connaît tous début janvier. Je crois qu'il reste
encore quelques places. Voilà. Et évidemment, on se tient voilà, à vos dispositions, ainsi que Marie-France et Céline, pour vous donner toutes les informations nécessaires. Et j'en profiterai aussi pour dire quand même que cette formation pionnière commence à voilà, intéresser même au-delà de la FEMAGE, puisque nous avons un partenariat qui est en cours avec la FEMASCO. Donc, je pense que encore une fois, bravo Marie-France et toute l'équipe d'avoir pris les devants à ce niveau-là. Et sachez que de notre côté, c'est vraiment un plaisir de vous accompagner dans ce cadre vraiment de groupe de 10-12. On apprend, on s'enrichit vraiment mutuellement. Donc, vivement le démarrage de la prochaine promotion. À votre dispo pour vos questions et en fonction du timing que vous avez très bien annoncé précédemment. Donc, je reprécise pour les questions pour les participants. Vous pouvez utiliser le chat et puis Manon fera la synthèse. On abordera après toutes les présentations, justement, ces questions-là. David, Philippe, merci pour votre engagement avec la FEMAGE. Je pense que vous contribuez vraiment au développement de l'exercice coordonné et ce qui permet aussi d'apporter des outils, des compétences aux équipes. Et du coup, pour pouvoir enchaîner sur la présentation suivante, vous avez évoqué la rencontre du leader et du coordonnateur. Et justement, on va rentrer dans la présentation de la formation Pacte avec Catherine et Séverine qui sont le binôme incontournable de la formation Pacte. Donc Séverine, Catherine, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Donc Catherine et moi allons vous présenter le programme Pacte Grand Est porté par la FEMAGE en partenariat par l'ARS Grand Est et le HESP. Donc Pacte, programme d'amélioration continue du travail en équipe. Ça ne vous aura pas échappé, le système de santé change. La coordination est un des socles de ces changements. Alors on nous dit l'exercice isolé doit être l'exception, l'exercice coordonné doit devenir la règle, soit. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'on ait les clés, faut qu'on comprenne ces transformations, il faut qu'on développe de nouvelles compétences, il faut qu'on ait les clés pour les adapter à nos réalités de terrain. C'est ainsi le programme PAC s'inscrit dans la politique de santé nationale et dans l'écosystème régional. Je laisse la parole à Catherine sur la deuxième slide. Alors, le changement du système de santé, donc vous savez qu'on a une restructuration des soins de ville, on a une très forte incitation à travailler en exercice coordonné et une très forte incitation à décloisonner le travail pour améliorer le parcours des patients. Et ce changement n'est pas simple parce que nous, professionnels de santé, on a une culture professionnelle issue de notre formation et qui valorise très fortement le travail individuel, la responsabilité individuelle et qui prépare très très mal à l'exercice coordonné. Et donc l'ambition du programme PACT, c'est de participer à la transformation de ce système et d'accompagner les professionnels dans les changements nécessaires pour améliorer la prise en charge des patients. Alors, en fait, ce programme s'inscrit dans un choix ministériel qui a été fait, non pas d'imposer des changements aux équipes par le haut, mais d'accompagner ces changements. Et Pacte répond complètement à cette philosophie. Alors, Pacte a démarré en 2016 dans quelques régions pilotes de manière expérimentale et c'est un programme national qui est aujourd'hui généralisé. C'est une formation qui aboutit à la création d'un diplôme d'équipe, un diplôme d'établissement, pardon, un diplôme d'état d'établissement. Donc en fait, c'est un programme national qui a été mis en place et qui est déployé dans les régions par l'intermédiaire des partenaires régionaux pour en faire une formation adaptée au terrain. Donc par le biais de formateurs relais, de binômes de formateurs relais, comme Catherine et moi. Et donc l'objectif de ce programme, alors attends, les objectifs, oui. C'est de professionnaliser la fonction de coordination, de recentrer les professionnels de santé sur leur cœur de métier en soutenant la pérennité des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, Pacte soins primaires, c'est pour les animateurs, les coordinateurs, les gestionnaires du MSP, professionnels de santé ou non,
en poste ou en prise de poste sur la formation. En 2017, une réunion organisée par l'ARS et le HESP en présence des partenaires régionaux, dont les fédérations, ont présenté le déploiement du programme PACT pour développer, accompagner l'exercice coordonné, accroître sa qualité en formant les coordinateurs. Et la démarche proposée, c'est de déployer le programme par le biais de formateurs relais. Et notre rôle, à Catherine et moi, c'est de se faire le relais de l'EHESP en adaptant le programme national aux spécificités régionales. Donc, on organise, on anime et on suit les séminaires, on encadre le groupe, on transmet les méthodes, on propose un accompagnement personnalisé à tous les coordinateurs qui participent à la formation. Et pourquoi nous? En fait, le choix du binôme par les partenaires et validé par l'EHESP s'est porté sur un binôme représentatif de deux anciennes régions. Je suis de Champagne-Ardenne et Catherine est d'Alsace. Et surtout, un binôme pluripro. Je suis coordinatrice non professionnelle de santé et Catherine est médecin en maison de santé pluriprofessionnelle. Catherine, oui, j'imagine aussi que j'ai été choisie en fonction de mon parcours de formatrice, enfin recrutée, en raison de mon parcours de formatrice à la faculté de médecine de Strasbourg, mais aussi comme animatrice de séminaires de formation médicale continue. J'ai l'impression qu'on s'est un peu pris les pattes dans les diapositives. Hein. Est-ce que, Séverine, parce que les objectifs, on les a… Alors, pour qui cette formation, elle est imaginée, qui est concerné? Les animateurs, les coordinateurs, les directeurs ou gestionnaires d'une MSP, professionnels de santé ou non, en poste ou en prise de poste sur la fonction. Et une des conditions… Alors, l'intérêt que les gens soient en poste ou en prise de poste, ça ne peut pas être une formation en amont d'une prise de poste ou d'une volonté d'entrer dans une maison de santé, parce qu'on va travailler aussi sur l'expérience des gens et et l'intérêt aussi est que le collectif s'engage avec le coordonnateur dans la formation. C'est très très important puisque la formation est vue aussi comme permettant une évolution des équipes à travers la formation du coordonnateur. Si l'équipe n'est pas derrière le coordonnateur, cette condition-là ne peut pas être remplie. Séverine, les modalités, les modules, je pense que c'était à toi. Oui. Donc, la formation, elle est diplômante. Elle a une durée de 2 ans. C'est une formation hybride. Elle est composée de séminaires présentiels et de travail individuel sur la base de ressources et d'outils en ligne, notamment par une plateforme collaborative de l'EHESP, et puis d'un accompagnement individualisé par le binôme formateur. Et puis surtout, le diplôme d'établissement est à valider par la présentation d'un mémoire devant un jury en fin de cursus. Donc, les séminaires présentiels font la part belle au partage d'expériences. On confronte nos pratiques de coordinateur, on les remet en question ou on les conforte. C'est vraiment basé sur le compagnonnage et l'accompagnement des coordinateurs dans leur exercice. La formation s'articule autour de 4 modules socles, donc prise de fonction du coordinateur, projet de santé, dynamique collective et démarche qualité. 4 modules socles avec des objectifs définis, précis. Et puis surtout, PACT, ça ne s'arrête pas à la validation du diplôme, mais on va proposer dès 2021 des modules complémentaires, donc à toutes les précédentes sessions et à la session en cours, qui pourront porter sur des thématiques que les coordinateurs eux-mêmes nous ont demandé, c'est-à-dire la gestion des MSP avec des notions juridiques, juridico-administratives, la télémédecine, la gestion d'un projet de télémédecine, les stratégies de communication, etc. Ce sera à nous aussi de proposer des modules complémentaires selon les besoins des coordinateurs. Diapo suivante. Alors, sur
Un petit mot sur l'hétérogénéité des profils. Les coordonnateurs avec lesquels on travaille ont un profil très très varié, tant par leur origine professionnelle que par leur… alors, il peut s'agir de secrétaires qui ont pris une part de fonction de coordination à l'intérieur de la MSP. Il peut s'agir de professionnels de santé qui assurent cette formation de coordination ou de personnes qui ont été recrutées pour des compétences particulières à l'intérieur de la maison de santé. Donc, quand on travaille avec un collectif comme ça, c'est extrêmement intéressant de partager ses expériences et ses compétences. Le travail se termine, enfin, la formation se termine par un mémoire. Alors, ce mémoire, ça fait effectivement, comme le mémoire de l'ICN, peur à beaucoup de coordonnateurs. Ils ont l'impression de retourner à l'école au sens mauvais du terme, ou au sens difficile du terme, et d'être jugés. Mais ces mémoires permettent de parler de son collectif, de ce qui s'y vit, des projets qui y sont menés. Et ça a une importance très importante pour le HESP, probablement aussi pour l'ARS, les institutionnels qui participent au jury de ces mémoires, parce que ça améliore leur connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des maisons de santé. Et d'ailleurs, un sociologue de l'EHESP, François-Xavier Schweyer, a fait une analyse des derniers mémoires pour voir quels étaient les liens qu'on pouvait faire entre les projets d'une MSP, le profil du coordonnateur, le lien d'implantation de la MSP. Et donc, c'était extrêmement intéressant. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore publié. Et puis, ce qu'on voulait rappeler, c'est qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la 3e session, parce qu'on a encore quelques places. Le premier séminaire de la 3e session… Alors, on a déjà fait le séminaire de rencontre entre leaders et coordonnateurs qui a eu lieu cette semaine, mardi. Les leaders sont d'ailleurs sortis un peu frustrés en disant « Et pour nous, est-ce qu'on ne peut pas continuer à participer à la formation ?» Voilà. Et ce qu'on voulait dire avec Séverine, c'est qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire, même si le T0 est passé. Donc, le premier séminaire aura lieu les 19 et 20 novembre 2020. Je te laisse le mot de la fin, Séverine. Merci Catherine. Donc une dernière diapo créée par les coordinateurs eux-mêmes en fait. Pacte, c'est voilà, expérience, lien, richesse, échange et surtout réseau, puisque l'idée c'est d'animer un réseau de coordinateurs sur le Grand Est, animé par la FEMAGE et ensuite par les coordinateurs eux-mêmes s'ils le souhaitent, avec des temps communs aux différentes sessions et aussi aux différents types de coordinateurs de maisons de santé, de CPTS, de DAC, dispositifs d'accompagnement à la coordination, parce que bien sûr, le temps, il est pour le décloisonnement et PAC doit aussi représenter ça. Merci. Merci. Merci Catherine, merci Séverine pour cette présentation. Je vous remercie vraiment pour le partage de votre expérience dans le cadre de cette formation-là. C'est vrai que vous avez quand même un binôme complémentaire, hein, avec des profils très différents. Et lorsque vous m'avez invité il y a 15 jours à la session de Pacte, ce qui m'a marqué, c'est ce côté pluriel qu'il y a dans les coordonnateurs. Et c'est vraiment, je pense, une force dans les équipes coordonnées, ce côté pluralité. Pluralité qui permet justement de pouvoir offrir aux patients dans leur parcours une qualité des soins. Et puis, ce qui va nous permettre d'introduire, je veux dire, l'approche chaîne présentation sur toutes les formations pluripro organisées avec Formavec, et notamment cette première formation qui sera proposée au mois de décembre sur les soins non programmés dans le cadre des CPTS. Je vais laisser la parole donc à Valérie Estève et Christophe Rohrbach, qui sont donc les deux animateurs de cette formation-là. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc Christophe, membre du binôme de formateurs qui va
intervenir dans la formation d'Avec Santé. On va faire notre présentation avant de commencer. Donc, Valérie, présente-toi peut-être pour dire Oui. tout le monde. Donc, bonjour à tous, Valérie. Donc, je suis diététicienne de formation à la base et donc actuellement, je manage une plateforme territoriale d'appui en Meuse et je coordonne une maison de santé donc sur le secteur du 54, la maison de santé de Tomblaine. Et en plus de ces actions-là, j'ai le plaisir depuis peu de temps j'ai rejoint l'équipe de la FEMAGE et donc j'accompagne des équipes sur le terrain via le dispositif facilitation qui est déployé par la FEMAGE. Et j'ai le plaisir maintenant d'être le binôme de Christophe dans les formations Formavec. Super. Donc Christophe, je suis médecin, membre d'une équipe de soins primaires en MSP en Alsace, une équipe émergente, toute récente. Activiste à la FEMAGE aussi assez récemment, très impliqué dans la formation, des liens avec Pacte. J'ai eu la chance de suivre la formation ICN et je suis facilitateur depuis une quinzaine d'années. J'accompagne des équipes de soins primaires. Alors, avant qu'on présente la formation, je voulais juste faire un petit résumé parce qu'il y a des questions qui émergent. Alors, j'y réponds pas. Mais j'ai envie de dire que toutes les formations qu'on vous présente ce matin, elles sont synergiques. Ce n'est pas des formations en silo. L'enjeu de ces formations, c'est bien d'interroger ce qu'est l'équipe et comment elle peut améliorer sa démarche au service d'un meilleur service rendu aux patients. Donc évidemment, elle interroge, comme le disait David à l'ICN, énormément le leadership. On s'interroge aussi à comment répondre à des questions de santé publique ensemble. Donc, on est très pluripro, mais aussi transdisciplinaire. Tout à l'heure, on aura un sociologue qui va un peu nous en parler. Donc, on embarque les sciences humaines. Tout ça pour dire que ces formations, elles se nourrissent l'une l'autre. Donc, il ne faut pas les prendre comme étant quelque chose de cloisonné. Donc, ça, c'est important de le dire. Et Pacte et l'École des hautes études en santé publique nous propose des outils qu'on va utiliser probablement, nous, dans la formation avec santé, au même titre que les outils de l'ICN. Donc voilà, il y a vraiment des porosités entre les différents cursus. Et c'est une communauté de formation. Et la FEMAGE embarque ça. Et je pense que c'est très, très important que la formation rentre dans la fédération. Voilà, un petit préambule. Diapo suivant. Peut-être, Christophe, pour qu'on respecte le timing, peut-être, est-ce qu'on peut aussi expliquer ce sont les soins non programmés? Parce qu'on parle beaucoup des soins non programmés, mais finalement, c'est quoi, Christophe, les soins non programmés? Donc, si tu veux nous passer la dia suivante. Ouais, ça va m'aider, merci. Voilà. Donc finalement, les soins non programmés, c'est un objet un peu non identifié et que la formation va tenter d'approcher. Sa définition, elle est multiple et variée, mais en tout cas, ces soins non programmés permettent de répondre à différentes problématiques professionnelles, même pluriprofessionnelles au quotidien. Donc, durant les plages d'ouverture des cabinets, le besoin de soins de la population en proximité et en essayant de ne pas mobiliser les services d'urgence, c'est un des enjeux du travail qu'on va faire dans la formation. Évidemment, le besoin des patients pour un mal ne relevant pas des urgences vitales, mais ne pouvant être anticipé ni retardé dans la prise en charge, c'est aussi une dimension des soins non programmés. Donc finalement, cette question, la gestion de ces soins, doit être pensée au niveau pluriprofessionnel, alors de la proximité du domicile, mais aussi au niveau territorial et populationnel. Donc, si je comprends bien, cette formation, ce n'est pas uniquement une formation pour les médecins, parce que souvent, on parle des soins non programmés comme des formations, enfin un projet qui serait un projet médical. Donc, non, clairement pas. Au cours de la formation, justement, on va essayer de comprendre comment s'articulent toutes les réponses qu'on peut faire autour de ce questionnement des soins non programmés. Et évidemment, on va rapidement se rendre compte que ce n'est pas qu'une réponse médicale, ce n'est pas qu'une réponse même sanitaire. La complexité des parcours et la demande de soins non programmés interroge aussi le social, le médico-social.
Donc, l'enjeu est de bien construire une intelligence collective autour de la réponse qu'on va y donner. Évidemment, cette réponse s'inscrit dans une réalité. Hein. La démographie médicale tombe dans de nombreux territoires. Elle commence ça, tu dois en savoir quelque chose, en effet. Enfin, moi, passant sur le territoire, je vois de moins en moins de médecins. Je les vois tous partir à la retraite, mais je ne vois pas les jeunes arriver. Donc, en effet, la démographie médicale, c'est vraiment un gros souci actuel. Et en effet, cette formation s'inscrit également dans les priorités du projet régional de santé, puisqu'en effet, on a à la fois plus de médecins, mais on a également une saturation au niveau des urgences. C'est sûr. C'est-à-dire que ces collectifs de réflexion sur les territoires qui vont se créer vont créer aussi, on l'espère, on le souhaite tous, et toutes les formations ont cet enjeu-là en ligne de mire sur l'attractivité et sur la perception qu'auront les jeunes générations de professionnels de l'animation dans un territoire donné. Et notre rôle à la FEMAGE, c'est bien d'arriver à animer ces collectifs. Et le malade dans tout ça, je pense que c'est important qu'on le repositionne aussi au niveau de cette formation, puisque souvent, c'est vrai qu'on entend les malades complètement perdus sur les territoires, ne sachant plus où aller, puisqu'il y a des services de soins non programmés, il y a des MSP, et donc c'est vrai qu'ils sont peut-être aussi un peu perdus dans toute cette visibilité sur le territoire, et il faudrait en même temps que cette formation nous permette de rendre les choses un petit peu plus claires. C'est ça. Beaucoup d'offreurs sur le territoire, et donc la formation a aussi vocation à mettre un peu en cohérence tout ça et comprendre un peu comment s'organise pour améliorer l'accès aux soins, mais aussi le recours, hein, qui sont deux dimensions qu'on va traiter durant la formation. Alors, Formavec, je vais peut-être te laisser en parler. Tu es avec eux depuis un petit peu plus longtemps. Et donc, c'est quoi exactement cet organisme? Quel est le lien avec la FEMAGE? Alors, Formavec, c'est un organisme de formation émanant en fait du mouvement Avec Santé. Alors, je dis mouvement, c'est important parce que c'est vraiment c'est en mouvement depuis 15 ans, en fait, cette histoire-là. Avec Santé, le nouveau nom de la Fédération française des maisons et pôles de santé, qui était l'ex-FFMPS. Avec Santé, c'est beau, c'est avenir des équipes coordonnées en santé. Je trouve qu'il y a une dimension de mouvement. Donc, Formavec est cet organisme qui a vocation à être véritablement pluripro, c'est-à-dire que cet organisme propose des formations pluriprofessionnelles qui habituellement sont les formations sont plutôt monocatégorielles. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de former ensemble des professionnels de professions différentes en faisant intervenir des experts médicaux et paramédicaux. Hein. Le binôme en a un bel exemple. Hein. Valérie diététicienne, moi médecin, mais l'expertise pourra venir d'autres professions en fonction des tournures que prendra la formation. C'est une formation interactive qui va prendre beaucoup d'éléments du co-développement. C'est pas une formation descendante, c'est une formation qui va construire et répondre aux questions des professionnels qui la suivront. Donc voilà, l'organisme, c'est la fédération des fédérations régionales. Avec Santé, et bien l'émanation de tout ce qui se passe en région. Et la FEMAGE participe activement à la construction avec Santé tout au long de l'année. Donc on est vraiment en lien très fort avec cette fédération nationale. On va peut-être aborder les objectifs et puis les compétences visées de cette formation. Donc, comme tu le disais, en effet, on est sur un volet pluriprofessionnel et le principe même, l'essence même de cette formation, ça va être de comprendre et de développer la place de chaque profession dans une équipe pluripro, comment on peut se positionner, à quel endroit, comment on peut travailler ensemble, quelle synergie peut exister entre les différentes professions. Et ce qui est important, et ça, on y reviendra beaucoup lors de la formation, c'est de participer à la construction d'un projet de santé. Donc un projet de santé, qu'il soit à l'échelle d'une patientèle, d'une équipe de soins primaires ou d'une maison de santé, mais aussi de manière plus large sur un territoire.
Et notamment, on prendra en partie comme exemple les fameux soins non programmés, mais qui pourront être une méthodologie qui peut s'appliquer sur toutes les autres thématiques. Et également, ce qui est important, c'est qu'on va revenir sur ces nouveaux dispositifs de type CPTS, ces nouvelles organisations, expliquer un peu la genèse, la signification, l'élaboration, comment s'organisent ces nouveaux modes, je dirais, de collaboration sur le territoire. Donc voilà, je dirais, de manière très générale, pendant la formation, les différents objectifs et compétences qui seraient visés. Mais ce qui est très important, ce qui est prioritaire, c'est qu'on va absolument s'appuyer sur les expérimentations qui sont déjà en place. On ne va pas être sur des choses théoriques. Et comme le disait très bien M. Duchamp tout à l'heure, là, c'est qu'en effet, on est vraiment sur des cas au plus proche de la réalité. Donc, on va se nourrir des exemples que vous allez nous donner et on va les travailler ensemble durant cette formation. Tout à fait. Juste ajouter qu'effectivement, vous l'avez remarqué, beaucoup d'injonctions à s'organiser par les tutelles, les organisations de l'équipe de soins primaires en maison et hors maison de santé, la CPTS. Donc, c'est plein d'organisations, mais force est de constater, Catherine le disait tout à l'heure, hein, que nos formations initiales sont très cloisonnées et que la formation que propose Avec Santé va certainement toucher du doigt les sciences humaines un tout petit peu. Vous reverrez tout à l'heure avec François-Xavier Schfeyer que la sociologie des professions et des organisations sont des apports très importants pour comprendre ce qui se trame entre les professionnels, les hiérarchies professionnelles, enfin les coopérations et les coordinations ne se décrètent pas, elles se construisent. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on essaiera de toucher du doigt durant la formation, en passant du micro-local, du domicile à la proximité, et puis en regardant un petit peu la population et l'enjeu populationnel avec les communautés. C'est un peu l'enjeu de cette formation. Et lors de cette formation, c'est vraiment une formation qui aura vocation à être interactive. On va travailler vraiment plus proche de la réalité sur des cas pratiques que vous allez nous amener, qu'on va glaner sur le territoire par le biais de techniques d'animation le plus interactif possible. Et puis, vraiment de manière à évaluer aussi notre approche, puisque là, avec Christophe, ça va être la première en décembre. Et on espère que vous allez nous aider à améliorer au fur et à mesure ces différentes formations. C'est sûr, on a déjà plein d'outils qu'on va aller chez Pacte, programme d'amélioration continue du travail en équipe. Ouais. Et chez ICN, puisqu'on a fait cette formation il y a quelques années, donc on vous prendra quelques petits outils si vous nous autorisez. Et ça, c'est des outils hyper performants qu'on va nous intégrer à nos approches avec les apprenants. Donc ça, c'est super. Le DU de santé publique qui va venir juste derrière nous, on va aller regarder un peu les démarches projets. Donc clairement, toutes nos formations sont poreuses et on va, dans une belle intelligence collective, vous proposer un maximum d'outils pour que vous puissiez retourner sur vos territoires, dans vos maisons, dans vos équipes avec pas mal une boîte à outils complète. Voilà. Donc là, le principe va être vraiment d'être sur des formats courts pour impulser des idées. On ne va pas être là pour donner les réponses aux soins non programmés de toutes les personnes qui viendront à la formation, mais vraiment d'apporter les fondamentaux et puis vous permettre d'échanger, de faire un réseau, comme on l'a précisé à plusieurs reprises, et puis de pouvoir avoir quelques idées par rapport aux réponses à donner. Mais finalement, Christophe, ça se passera quand? Ça se passera où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? Alors, diapo suivante. Hein. Donc, les dates, tu l'as dit, 3 et 4 décembre pour la première formation qui aura lieu sur Nancy. C'est 2 grosses journées. On ne va pas chômer. 2 fois 7 heures, 14 heures en présentiel. Enfin, en tout cas, on l'espère. Petit groupe, c'est important parce que pour pouvoir travailler au mieux, il ne faut pas être non plus devant un parterre de 50 apprenants, donc 10 à 15 participants. Et peut-être en ce qui concerne les participants, insister sur le fait, l'importance de venir en équipe, peut-être 2 ou 3 personnes, que vous soyez en ESP, naissante ou déjà formalisée, en MSP ou en CPTS. Ça peut être intéressant de venir à 2 ou 3 de la même équipe pour après, comme on le disait, en 14 heures, on ne rêve pas, on ne va pas aboutir à un projet, mais on va impulser et après, le but est de pouvoir continuer sur vos territoires et de pouvoir aboutir à un superbe projet. Et
les participants ne sont pas obligatoirement des participants déjà installés en ESP ou en CPTS. C'est vraiment des gens qui souhaiteraient ou qui auraient cette envie-là et donc ça peut les impulser dans leur projet. Ouais. L'idée de cette formation, c'est aussi voilà, construire une petite communauté d'apprenants qui vont d'abord voilà, aborder le sujet qui nous intéresse, qui sont les soins non programmés, mais qui vont certainement échanger avant, après, pendant la formation, et au même titre que les coordinatrices d'impact ou que les apprenants au niveau de la formation ICN et bientôt au niveau du DU, c'est bien aussi important de créer ces petites communautés qui vont partager après les formations et rendre plus fort le mouvement qui a envie de faire monter l'exercice coordonné dans une nouvelle phase. Donc venez effectivement en binôme, avec des projets, avec des questionnements. Et nous, on essaiera d'avancer avec vous sur ces questionnements. Par contre, là, Christophe, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que en tant que paramédical, et puis tu parlais des coordinateurs, oui, on parle de DPC, on parle de prise en charge, mais quand on n'a plus de quand on n'a plus de points, quand on n'a plus de DPC ou quand on n'est pas reconnu au niveau du DPC, comment ça se passe? C'est pris en charge ou pas? Alors, quand on est reconnu… Tu peux nous mettre la dia suivante? Ça va nous aider. Donc, évidemment, si on n'a plus de crédit dans notre formation monoprofessionnelle, pas grave. En fait, cette formation a des enveloppes particulières pluripro spécifiques. Donc, ça n'ampute pas votre formation monoprofessionnelle. Donc, ça, c'est une première chose et ça, c'est important de le dire. Et la deuxième chose, si vous n'avez pas accès au DPC, par souci d'égalité, alors, dans un premier temps, les tarifs seront adaptés. On essaiera de trouver des solutions et ça sera avec Mélissa qui est un peu la chargée de mission au niveau d'Avec Santé. Et puis, on réfléchira à un mode de financement. Les coordinateurs font partie d'équipes de soins primaires éligibles à l'accord conventionnel interprofessionnel. Il y a des enveloppes. Au niveau d'autres professionnels non éligibles, il y a certainement des solutions à trouver. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera du cas par cas et on arrivera certainement à trouver des solutions pour que la formation soit possible pour vous. Et comme tu le disais, en effet, nous, on sera plus là sur le contenu, mais par contre, si tu peux nous mettre la dia suivante, voilà. Comme tu le disais, c'est plus Mélissa ou la FEMAGE qui vont pouvoir vous renseigner sur justement ces modalités d'inscription, sur les modalités de paiement. Donc, on vous a mis les coordonnées de Mélissa, donc soit par mail, soit vous pouvez la contacter directement par téléphone. Et oui. Pardon ? Elle sourit au téléphone. Mélissa. Voilà, oui, ouais. Elle est très agréable, tout comme le téléphone de la FEMAGE pourra vous répondre et vous orienter également. Donc Céline, au niveau de la FEMAGE, pourra vous donner aussi quelques renseignements concernant cette formation du mois de décembre. Donc pour conclure, pour être dans notre timing, on peut vous dire déjà un grand merci de nous avoir écoutés et puis on espère vous compter parmi nous au mois de décembre et puis à bientôt donc parmi les soins non programmés. On vous attend, ça va être super. Ouais. Merci Valérie, merci Christophe pour cette présentation. Du coup, Christophe, je retiens un mot au début de la présentation. Tu as parlé de synergie des formations. Je pense que c'est vraiment un élément important dans ce qui est proposé aujourd'hui. C'est que ces formations peuvent accompagner les équipes dans toute la genèse d'un projet, de la naissance, mais aussi jusqu'à faire vivre le projet. Et je souligne l'importance aussi des pédagogies qui sont utilisées, l'interactivité, le partage d'expériences et l'analyse des expériences. Alors justement, formation suivante, quand je disais faire vivre le projet, dans le cadre des exercices coordonnés, c'est aussi tout ce qui est lié à la santé publique. Et là, justement, ce DU va permettre aux équipes de pouvoir développer des compétences, justement, en santé publique et pouvoir faire vivre ces actions. Du coup, je laisse la parole à Violaine. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Merci Nicolas pour cette présentation. J'arrive en dernier dans la formation, dans toutes les formations que la FEMAGE
propose. Je m'excuse pour l'absence de Joël Kivitz qui a créé ce diplôme avec moi, qui était déjà engagé, qui est sociologue de la santé, qui était déjà engagé sur une autre, des autres missions ce matin. Donc ce DU de santé publique, il s'intègre dans la continuité et la complémentarité des formations qui viennent de vous être présentées et s'intègre également dans une interdisciplinarité. J'ai observé dans tous les participants qui sont actuellement en train de nous suivre quelques heureux inscrits, donc que je félicite en espérant être à la hauteur de vos espérances. Donc je vais présenter brièvement ce DU, donc slide suivante. Alors pourquoi ce DU ? On parle beaucoup de coordination, c'était d'ailleurs le thème de ce colloque. La coordination, c'est omniprésent hein, dans la politique de santé, en particulier en soins primaires, en médecine de ville. Christine Perron et Anne Guittard me disaient la coordination justifie et anime des dispositifs comme des plans personnalisés de santé, des parcours de soins, des réseaux, les MSP, les CPTS, tout ça c'est un mot très à la mode, mais au-delà de la mode, ça signifie quelque chose de très important pour la médecine ambulatoire, pour les soins primaires, parce que quand on se coordonne, on est plus efficient. Slash d'avant, Nicolas, tu vas trop vite pour moi. Voilà, merci. La fonction de coordination est indispensable au bon fonctionnement de nos structures. Et au-delà du fonctionnement des structures, le développement des actions territoriales de prévention, elle est souhaitée déjà par les professionnels de santé en eux-mêmes qui exercent en soins primaires, qui, je crois, ont maintenant envie de sortir de la simple dimension de soins pour s'ouvrir sur les territoires. Et c'est aussi souhaité par les accords conventionnels interprofessionnels, donc qui reconnaissent cette dimension promotion de la santé, santé publique, et en faveur du développement de l'exercice coordonné, du déploiement aussi des CPTS. Et tout ça, ça va obliger nous, en tant que professionnels de ces structures, à se former ou à recruter des personnes qui sont compétentes. Alors, il y a une disparité dans les cursus, dans les formations, dans les compétences de ces personnes qui assurent des fonctions de coordination. On essaye depuis quelques années, hein, depuis 2013, depuis 2016, via la formation ICN, via la formation Pacte, via maintenant Avec Santé, qui est un organisme de formation, forme avec des formations pluridisciplinaires, de vraiment professionnaliser ces fonctions de coordination. Et pourquoi ce DU ? Eh bien, parce que la santé publique et la promotion de la santé étaient tout simplement absentes, ou quasiment absentes des formations existantes en soins primaires, sauf au niveau de l'école de santé publique, lorsqu'il existait des formations généralistes de type DU ou master, mais qui ne tenaient pas forcément compte des spécificités en soins primaires, car il y en a. Slide suivante. Donc ce DU, ça fait suite à un long cheminement qui a pris plusieurs années. Je ne me suis pas présentée, c'est vrai, mais brièvement, je m'appelle Violaine Mauffret, je suis médecin généraliste, je suis impliquée dans le développement de la santé publique au niveau territorial en soins primaires depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de mener des actions locales au sein de la maison de santé dans laquelle j'exerce depuis plusieurs années également, avec l'équipe avec laquelle je travaille. Et j'ai eu également l'occasion de diriger un travail de thèse qui a permis de faire un état des lieux sur les actions de santé publique menées dans les maisons de santé professionnelles. Vous avez peut-être été sollicité dans ce cadre-là. Et les résultats de ce travail de thèse, c'était que les équipes ne sont pas forcément formées, qu'elles auraient une appétence malgré tout au fait de mener des actions de santé publique, mais qu'elles n'ont pas forcément la méthode, qu'elles n'ont pas forcément le budget, qu'elles n'ont pas forcément surtout le temps. Donc, à la lumière de tout ça, suite aux Journées nationales d'Avec Santé, anciennement FFMPS en 2019, où j'avais eu l'occasion d'animer un atelier avec des chargés de mission en santé publique,
voilà, le projet a mûri. Et été 2019, lors du deuxième colloque des soins primaires coordonnés de la FEMAGE qui a eu lieu à Strasbourg aussi l'année dernière, auquel vous étiez peut-être, j'ai eu l'occasion d'en discuter, d'échanger notamment avec Christophe Lalonde, qui était le directeur général de la santé de l'ARS, sur ce sujet. J'ai aussi eu l'occasion d'en parler à l'école de santé publique de cette initiative qui a tout à fait été bien accueillie. Et c'est à partir de l'automne 2019, donc on a en partenariat et en collaboration étroite avec Joël Kivitz, qui dirige le centre de santé publique de l'école de santé publique, qu'on a rédigé un argumentaire et qu'on a présenté le projet aux différents partenaires. Donc, on a plusieurs partenaires, l'Agence régionale de santé, le département de médecine générale de Nancy, le département des professions des IPA, et puis le HESP, les URPS, etc. Comment ça s'est déroulé? Donc là, on est en phase de construction. C'est en train d'aboutir vraiment à une finalisation. Ça nous a pris 1 an. Donc, il a fallu rédiger une maquette pédagogique, construire des enseignements, établir un rétro-planning et surtout suivre une procédure de validation assez compliquée et qui est en train également d'être finalisée, et puis d'assurer une communication et une promotion de ce DU un petit peu de l'urgence, dans un contexte un petit peu compliqué également, mais on est ravis parce que, comme le disait Marie-France en ouverture, les inscriptions sont closes et donc ça a fait un carton plein. Donc on espère que ce DU aura lieu dans de bonnes conditions pour cette première édition d'ici quelques semaines. Slide suivante. Donc le comité pédagogique, il est constitué d'une dizaine d'intervenants, un petit peu sur le même principe que la formation ICN présentée par David. J'ai la charge de la direction de l'enseignement, donc avec Joël Kivitz. Il y a une dizaine d'intervenants qui participeront aux enseignements, dont notamment Anne Moyal de Sciences Po Paris, des gens de l'ERDES, notamment Cécile Fournier, des acteurs de terrain qui sont quotidiennement impliqués et qui mènent des actions également de santé publique. Les objectifs de cette formation, slide suivante. Les objectifs de cette formation, étant donné l'évolution de l'organisation des soins avec effectivement, comme je l'ai dit, un souhait affiché de développement d'actions territoriales de prévention. On parle de plus en plus de santé publique au niveau territorial et je crois que c'est aux soins primaires d'avoir cette expertise. Il était intéressant de réfléchir à une nouvelle offre de formation. L'objectif, il est double. Premièrement, sensibiliser les professionnels de santé et soins primaires que nous sommes à la démarche projet en santé publique. C'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas inné. Et deuxième objectif, on est en train de perdre notre meneur de slide là. Deuxième objectif, former les futurs coordinateurs de soins primaires, donc ESP, MSP, CPTS, mais également centres de santé, à la méthodologie de projet en santé publique. Donc, encore une fois, cette formation, elle s'inscrit vraiment en complémentarité des formations existantes et on est en train d'étudier des éventuelles passerelles entre les formations et un éventuel partenariat également qui est en pleine construction avec l'UHESP de Rennes. Slide suivante. Alors, quels sont les candidats auxquels est destiné ce DU? Déjà, les internes, donc c'est une formation continue. Ce n'est pas forcément une formation initiale, mais les internes qui ont validé les ECN, qui sont inscrits dans une filière de DES de médecine générale ou de santé publique, ont la possibilité de s'inscrire. Les docteurs en médecine générale ou en santé publique, les titulaires de Master 2, promotion de la santé, management, politique de santé, économie de la santé, et tout professionnel, et c'est bien ça le plus important, diplômé Bac+3 ou équivalent, qui exerce en soins primaires, ambulatoires, coordonnés, y compris les chargés de coordination. Slide suivante.
Quelles sont les modalités d'enseignement? Donc, ça va se passer en présentiel et en e-learning sur un an. Ça va représenter 15 crédits ECTS, donc environ 150 heures d'enseignement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il s'agit d'un enseignement théorique présentiel qui aura lieu 2 jours par mois. Donc, il y a le planning qui suivra juste après, d'octobre à mars, donc une dizaine de jours. Donc, c'est un vrai diplôme universitaire, une formation diplômante. Et tout ça sera associé à un enseignement en e-learning. Donc, on a développé sur la plateforme e-learning pour laquelle l'École de santé publique a une grande expertise et une grande expérience maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, associé à un enseignement e-learning avec un stage pratique. Donc, trois temps, un enseignement e-learning, un enseignement théorique présentiel et un stage pratique avec une étude de cas et une soutenance. Alors, l'étude de cas, c'est un stage pratique d'une 50aine d'heures à réaliser dans votre structure. Ça, c'est des questions qui m'ont été posées. Dans votre structure, ESP, MSP, CPTS, ça peut être une élaboration d'une action de santé publique ou la mise en œuvre d'une évaluation ou d'une action, voilà, une réflexion de santé publique et vous serez accompagné dans cette élaboration. Slide suivante. Voilà le planning 2020-2021. Donc, le planning de cette première édition. Donc, 5 UE. Une UE principe de santé publique et de promotion de la santé, donc qui va vraiment traiter des grands principes de santé publique, orienté soins primaires, donc ouverture ouverture de l'enseignement en e-learning 19 octobre présentiel, qui aura lieu le 5 et 6 novembre. On vous précisera le lieu très rapidement. Une deuxième UE, politique de santé en soins primaires. Donc, c'est ça la nouveauté, c'est que on fait vraiment le focus sur les soins primaires. Et donc, on aura tout un cheminement dans le cadre de cette UE sur les différentes lois, sur l'articulation entre les différents acteurs du soin primaire pour l'organisation des soins. Une troisième UE sur la gestion de projets de santé publique en soins primaires. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on mène un projet? Comment est-ce qu'on rédige un protocole? Comment est-ce qu'on entraîne son équipe derrière soi? Quels sont les gens? Quelles compétences est-ce que ça représente? Etc. Quatrième UE à laquelle je tenais particulièrement, c'était l'initiation à la recherche pluriprofessionnelle en soins primaires. Parce que la recherche en soins primaires, pour l'instant, est vraiment l'apanage de la filière universitaire de médecine générale. Ça commence à bouger au niveau des formations de kinésithérapeutes, ça commence à bouger un petit peu aussi chez les sages-femmes et les infirmières. Et à travers cette UE, on a eu vraiment la volonté de créer, de fédérer autour de cette dimension pluriprofessionnelle sur le thème de la recherche clinique. Donc, il y aura aussi un certain nombre d'experts et de partenaires dans cette UE. Et cinquième UE, la communication de projet en soins primaires, avec 2 axes. Premièrement, comment communiquer sur ce qu'on fait. C'est vrai que en médecine, les professionnels de santé, finalement, on a cette culture de la non-publicité de ce que l'on fait. Mais par contre, il est tout à fait intéressant et tout à fait pertinent de faire connaître ces projets, les partager avec d'autres équipes, les partager à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une région, avec d'autres partenaires. Donc, communiquer déjà au niveau de son territoire et communiquer aussi ses projets, donc un congrès, un colloque, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important et c'est une dimension tout à fait pertinente. Et enfin, le stage qui sera réalisé entre mars et juin 2021. Voilà, en termes de mise en bouche, si j'ose dire, cette première édition du DU, première édition qui aura lieu dans un DU qui s'est construit dans une période extrêmement particulière, puisque de mars à maintenant, on va dire que voilà, chacun avait la tête dans le guidon, et avant d'être enseignante attachée à la faculté de médecine de Nancy, j'étais avant tout médecin généraliste et puis à la tête d'une maison de santé. Et ce n'était pas forcément évident de se dégager du temps, mais on y est arrivé.
On est très content et on espère que cette formation vous satisfera et répondra à vos attentes. Voilà. À bientôt. Là, je viens de parler de ces unités d'enseignement. À bientôt. Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer, d'échanger. Je terminerai sur le fait que on a eu 25 candidatures, majoritairement issues du Grand Est, quelques candidats étrangers qu'on n'a malheureusement pas pu retenir cette année faute de place, quelques candidats qui venaient d'autres régions qu'on sera ravis d'accueillir et vraiment des candidatures pluriprofessionnelles, donc je suis ravie, il y a vraiment toutes les professions de santé qui sont représentées. Donc merci à vous pour votre mobilisation et à très bientôt. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Merci Violaine pour ton intervention. Désolé pour les petits problèmes techniques. Voilà. Non mais je vois bien qu'on veut, hein. Non, du tout. Je pense qu'il y avait des petits timers entre les diapositives, donc du coup, ça compliquait l'animation en tout cas. Mais voilà, c'est rentré dans l'ordre puisqu'on arrive au dernier temps de cette présentation-là, de ces présentations, pardon. Donc, on vous a proposé de pouvoir poser des questions via le chat. Donc, Manon m'a fait une petite synthèse de vos différentes questions. Peut-être première question à destination de lycéennes, Philippe et David. Combien reste-t-il de place pour cette formation aujourd'hui? Alors, je n'ai pas le décompte précis, mais en tout cas, tout ce qui est certain, c'est qu'il reste des places, il reste de quoi s'inscrire. Donc, que les gens n'hésitent pas à se tourner vers Marie-France et Céline, d'autant plus que du fait du décalage de calendrier de la formation, de cette session, hein, pour le contexte sanitaire que l'on connaît, il est à parier que sur l'année 2021, on puisse prévoir peut-être reprendre notre calendrier habituel qui est plutôt une rentrée automne, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé, soit il y a possibilité de vous positionner dès la session de janvier, soit de toute façon rentrer dans un système un peu de liste d'attente pour la rentrée vraisemblablement qui sera organisée à l'automne. Merci Philippe. Question suivante. Si les objectifs de l'ICN donc, sont de doter les professeurs de santé de compétences de management, ceux de PAC sont de recentrer les professeurs de santé sur leur corps de métier. Et la question est, est-ce que nous devons aller vers la mise en place de fonctions de management dédiées dans les ESP? Là, je renvoie la question peut-être à Séverine et à Catherine. Écoute, je vais essayer de donner… Vous m'entendez? Oui, oui. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Je pense qu'il y a une confusion entre management et coordination et ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Le coordinateur n'a pas vocation à manager complètement l'équipe. Il a un rôle dans la dynamique d'équipe, mais ce n'est pas lui qui donne l'orientation de l'équipe, etc. Il peut animer les projets, il peut s'occuper de l'organisation des projets, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui décide. Quand Pierre dit que les médecins sont débordés, c'est vrai que dans la plupart des équipes, on voit que le leadership est souvent assumé par des médecins. Et je pense que ça vient naturellement d'une certaine forme de hiérarchie professionnelle qu'il faut, à mon avis, en équipe de soins primaires, on peut s'atteler à essayer au moins de l'horizontaliser, puisque chacun d'entre nous, dans le travail en équipe, a une fonction, et il n'y a pas de raison de penser que l'une ou l'autre est plus importante. Et la deuxième chose, c'est aussi probablement pour des questions d'organisation, c'est plus facile pour les médecins. Alors, je vais probablement faire hurler mes collègues, mais c'est probablement plus facile de se libérer dans la mesure où on a des étudiants, des possibilités d'avoir des remplaçants, des possibilités de repousser des rendez-vous, ce qui est moins facile probablement pour des professions en particulier comme les kinés ou les orthophonistes. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent les médecins qu'on voit dans ces fonctions de management. Mais une ESP qui fonctionne bien, c'est aussi une ESP où le leader ou le manager, enfin, où le leader peut
déléguer une bonne partie du travail au coordinateur. Et probablement que la question de la fonction de la coordination, quand elle est assumée 4 heures par semaine, elle n'est sûrement pas suffisante pour une équipe et pour pouvoir correctement soulager le leader. J'espère, Pierre, avoir répondu en partie à ta question ou à ta réflexion. Et si je peux me permettre de compléter juste sur la première partie de la question, en tout cas au regard de la vision qu'on en a, nous, ICN, sur la question de la complémentarité des missions et du coup de la complémentarité ou du caractère contradictoire des formations ou de l'objectif des formations, puisqu'il y avait une question à l'origine là-dessus, hein, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas des formations qui conduisent dans deux sens contradictoires, qui pourraient être de dégager les leaders ou les professionnels de santé en MSP de ces missions de gestion, ou justement de les former pour qu'ils les fassent. Je pense que l'idée à retenir, l'idée clé à retenir, et qui a déjà été citée tout à l'heure, c'était l'idée de complémentarité, parce qu'on se rend compte que ces missions de gestion sont un peu l'affaire de tous. En tout cas, il y a des tâches incompressibles qui sont de fait portées ou subies par les professionnels de santé au quotidien dans les structures et qu'on ne peut pas l'éviter. Et que l'objectif d'ICN, c'est, en tout cas le programme, David le disait tout à l'heure, c'est de donner une boîte à outils qui va permettre de gagner du temps sur, j'allais dire, ce mal nécessaire, qui est un peu périphérique au cœur de métier, mais qui est existant et contre lequel on ne peut rien. Et donc, c'est un gain de temps, justement, pour gérer ça plus facilement, plus vite, et pour se recentrer sur son cœur de métier et le patient. Et c'est, à mon avis, complètement complémentaire avec ensuite des soutiens ou des dispositifs additionnels tels qu'ils ont été présentés par les autres intervenants aujourd'hui. Peut-être, si je peux juste ajouter deux ou trois éléments là. Je crois qu'il faut bien distinguer le management en tant que fonction et le management en tant que service ou poste attitré. Exercer la fonction de management, de toute façon, ça se fait, quoi qu'il arrive. Il y a toujours le management, il s'exercera, bien ou mal, mais il s'exercera. Ça ne passe pas forcément par une fonction ou des postes attitrés. Ça dépend de la taille de la structure, de l'âge de la structure aussi. Mais pour exercer la fonction de management, surtout dans un premier temps pour une structure qui est en train de se créer, c'est souvent quand même les leaders du projet qui doivent le porter. Et ils le font très très bien. Après, effectivement, quand ça se met en place et que les conditions sont réunies, on va commencer à pouvoir effectivement déléguer et coordonner. Mais à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une complémentarité entre toutes ces formations. Mais si vous me permettez, je vais quand même juste évoquer deux doux rêves auquel il ne faut pas céder trop facilement. En fait, il y a toujours le rêve de la boîte à outils, effectivement, la boîte à outils miracle qui ferait le boulot, tout le boulot qu'on ne veut pas faire à notre place. Malheureusement, ça n'existe pas. Les outils peuvent aider, effectivement, si on les maîtrise et dans une approche un peu cohérente, mais soyons honnêtes, si la boîte à outils suffisait pour gérer une structure aussi complexe qu'une maison de santé, eh ben, on irait prendre l'intelligence artificielle et on ferait le boulot et ça ferait le boulot. Non, il faut, maîtriser une boîte à outils, ça peut nous aider pour l'efficience et l'efficacité, mais derrière, il faut quand même incarner un projet, le porter, au moins dans les premiers temps. Et seulement après, une fois qu'on maîtrise le langage en tant que porteur de projet, donc en tant que professionnel de santé, là, on peut déléguer et coordonner dans des bonnes conditions. Donc, le premier rêve, c'est le rêve de la boîte à outils qui ferait tout. Malheureusement, non. Ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Et le deuxième rêve, c'est peut-être l'homme ou la femme providentielle. En se disant, nous, en tant que professionnel de santé, on reste sur notre cœur de métier et on a trouvé l'homme ou la femme providentielle qui fera tout le boulot en plus. Là aussi, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'il faut à un moment donné que les ressources supplémentaires qu'on appelle coordinateurs ou d'autres termes, sont là au service d'un projet, encore une fois, qui est incarné, qui est porté. Et toujours, c'est par les professionnels de santé qui ont un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est le projet.
tout simplement le projet, et pas simplement le projet de santé. C'est un projet d'organisation, un projet même d'entreprise, si vous me permettez le terme. Donc, entreprise, entreprendre dans le sens noble du terme. À partir du moment où ce projet, vraiment, il est porté et incarné, oui, on peut commencer à transférer, déléguer, mais en gardant toujours un contrôle, sinon on part dans tous les sens. Et le dernier point, pour vous rassurer, je sais qu'il y a toujours cette crainte de la surcharge de travail et peut-être du burn-out qui va derrière, c'est évident. Mais pour rien vous cacher, depuis 2 ans, on est en train de mener une enquête qui va donner lieu à un article bientôt sur justement cette surcharge de travail et ces différentes casquettes qui sont portées par les professionnels de santé. Tout le monde reconnaît qu'au bout d'un moment, on fait vraiment beaucoup de choses. Mais quand on creuse avec ces professionnels de santé et qu'on leur pose la fameuse question « Et maintenant, si c'était à refaire, est-ce que vous vous engagez encore dans cette histoire ?» Eh bien, je vous garantis que 99 fois sur 100, ils nous disent « Bah oui, on y retourne. » Parce que finalement, même si c'est chemin faisant, que tout n'était pas tracé et que parfois c'est quand même assez pénible de mêler plein de problématiques en même temps, on apprend d'autres choses. Et donc, en fait, cette surcharge de travail, elle apporte aussi beaucoup d'éléments positifs aux porteurs de projets. Alors, peut-être pas ad vitam aeternam, mais c'est simplement, il y a une balance qui se fait entre vie professionnelle et vie privée. Mais pour résumer, les coordinateurs et donc le recentrage sur le cœur du métier, oui, à condition, encore une fois, qu'il y ait un vrai fil rouge et que ce fil rouge, il doit être porté par les professionnels de santé qui doivent maîtriser quand même les fondamentaux pour gérer au mieux après ce relationnel et la coordination. Voilà. Merci David. On va conclure sur vos propos pour respecter le timing. On a dépassé le timing. On pourrait effectivement débattre longtemps. Peut-être que ça pourra faire l'objet dans l'avenir en tout cas. Pourquoi pas d'un webinaire, mais on peut l'imaginer en tout cas. Juste petit point technique. Donc, on va clôturer ce webinaire-là. Et vous aviez un deuxième lien de connexion pour un second webinaire, ce qui vous permettra d'accéder à la table ronde. Donc, table ronde, je vous rappelle le sujet avec une question qui est après la crise Covid-19, quelle perspective d'évolution de l'organisation des soins de proximité? Je vous demanderai juste peut-être 5 minutes, ce qui vous permet peut-être aussi de faire une petite pause pour que de notre côté, on puisse accueillir dans de bonnes conditions les intervenants. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. En tout cas, elle témoigne de la confiance que vous avez vis-à-vis de la fédération. Et je pense qu'on va se retrouver tout de suite, en tout cas, dans cette table ronde. À tout de suite. Au revoir à tous.